Coucou mon pompon. Aujourd'hui, c'est reparti pour l'univers manga avec un de mes coups de cœur de semi-jeunesse. Qui dit encore coup de cœur ? On dirait que je présente une émission sur Chéri FM. Qui écoute Chéri FM ? Est-ce que ça existe encore, Chéri FM ? Où j'en étais, moi ? Bonne femme, bonne mère, si tu te perds toute seule au milieu d'une parenthèse, maintenant, elle n'a pas fini. Oui, bonjour madame, c'est à quel sujet ? Capitaine Geoffroy, ça va ? Vous bougez plus les yeux depuis 5 minutes. Hein ? Oh mon pompon. Oh bah allez, j'ai eu un petit blanc, comme si j'étais plus tout à fait là. Mais ça colle plutôt bien avec notre personnage du jour d'ailleurs, puisque aujourd'hui, je vais te parler de Kurosaki Ichigo, le héros de Bleach qui vit une dualité particulière, puisqu'il est régulièrement possédé, entre guillemets, par le holo qu'il porte en lui. C'est une sorte d'âme perdue, même si c'est un peu plus compliqué que ça, nous y reviendrons. À chaque fois qu'il le convoque ou le laisse le submerger, il est certes plus fort, mais aussi plus absent. C'est tout le dilemme du perso, risquer de se perdre pour ne pas perdre ceux qu'on aime. Alors, encore une fois, ce sera pas la peine de venir m'attraper par le col de la super combi. Non, je n'ai pas lu Bleach. Par contre, j'ai saigné l'anime en battant des mains, serrant les dents, me rongeant les sangs, riant, pleurant et attendant l'arrivée hebdomadaire de l'épisode suivant avec fièvre. Oui, je pèse mes mots. Oh bah tu me connais, très peu marseillaise. Eh lol, eh ben faut l'entendre celle-là. J'avoue Cathy, je ne manque pas de souffle. C'est ce qui me permettrait d'ailleurs de te parler de cette série pendant des heures. Mais ce qui va m'intéresser aujourd'hui, c'est la manière dont Ichigo puise dans ses ressources et la façon très spécifique par laquelle elles sont convoquées par le Shinigami. Ok, Shinigami, ça va être compliqué. Alors, pour les deux du fond qui étaient foncedés à la colle Cléopâtre au lieu de rentrer manger des pitchs et des doo-wop en regardant les meilleurs mangas comme toute personne sensée, je fais un bref topo sur le bazar, ce sera très grossier, c'est juste que pour que tout le monde suive, j'ai besoin de faire un micro-résumé. PS, je n'ai pas du tout vu ce que donnent les nouveaux épisodes qui viennent apparemment de sortir sur Disney+. Aucune idée de ce qu'ils en ont fait et vu que l'anime offrait une vraie fin, propre, nette, je suis pas sûre d'être enjaillée par l'idée. Mais bon, allez, c'est parti pour poser les bases. Dans ce manga, il y a la Terre avec des humains dessus. Ces humains sont menacés par des holos, des âmes perdues qui leur bouffent leur âme à eux. Rares sont ceux qui peuvent les voir. Pour les protéger, il y a les Shinigami. À la base, ça veut dire dieu de la mort, comme dans Death Note. Mais là, c'est plus les divisions d'élite de ceux qui vivent à la Soul Society. L'au-delà qui est, franchement, same shit que la Terre, mais avec de la magie, quoi. Ok. Kurosaki Ichigo, humain, pas de base, mais ça, on ne le saura qu'à la fin, voit par un concours de circonstances des pouvoirs de Shinigami badass se développer en lui. Puis, il se fait bolos par Urahara, qui l'entraîne en lui coupant sa chaîne de karma. Du coup, s'il n'a pas vaincu avant que la chaîne ne soit entièrement rongée, il sera holo. Sinon, il sera un Shinigami. Sympa le coach. Ichigo semi-échoue. Il n'y a plus de chaîne, mais il est quand même ressorti vainqueur du trou. Un masque de holo on the face et la tenue de Shinigami on the body. Donc le voilà, un peu les deux. Il est accompagné de ses comparses, en dehors des Shinigami, Uryu Ichida, qui est un Quincy, un humain héritier d'un club de moines qui perçoivent les holos et se battent avec des particules d'énergie Reishi, pouvoir des holos et des Shinigami. Ils sont pas potes avec les gars de l'au-delà, ni d'un côté ni de l'autre, mais lui, il est pote avec Ichigo. On a ensuite Chado, qui a des pouvoirs de holo dans un de ses bras, Inoue qui développe un bouclier au pouvoir holo, et ils sont tous élèves dans le même lycée, genre. Et bien sûr, il y a Kon, une peluche Motsul âme modifiée. C'est déjà un beau merdier. Les Shinigami se battent pour la plupart avec un katana qui peut prendre bien des formes, qu'on appelle un Zanpakuto. Il y a une âme dedans et tout, wesh.
On apprendra plus tard que chez les Holos aussi, il existe une troupe d'élite avec des pouvoirs de fifou, les Arrancars et au-dessus d'eux les Espadas. Ça ressemble à la version Holo d'Ichigo. Et eux, ils vivent dans le Wekomundo, le monde creux, et je te passe les boucles, les arcs, les subtilités. Mais en gros, t'as capté, Ichigo est une sorte de cas à part, avec des acolytes à part. Il appartient un peu aux trois mondes et il doit sauver celui des hommes et ce qu'il y a de juste en chacun des deux autres, de la menace Holo d'abord, puis en vrai de l'invasion à Rancard, et enfin, pas du tout, de la trahison apocalyptique d'un gros bâtard de la Soul Society, Aizen. Ouh, il est vilain, c'est celui-là qui a les lunettes. Et ça s'appelle Bleach, because on passe du noir au blanc, je t'explique ça tout à l'heure parce que là je suis en sueur. Ok, alors maintenant que tu es prêt mon pompon, j'active le super mode analytique, Bankai. Ouais, Bankai, c'est ce qu'ils disent pour passer en super mode avec leurs Zanpakuto, c'est grave stylé, je t'en recose plus tard. Or donc, Bleach, c'est avant tout un shonen. Non, pas un shonen de RT, je t'ai vu venir, Kachi, tu cesses. Encore que, avec le pouvoir des trois, il y a un peu de ça finalement, humain, Shinigami, Holo. Bon, un shonen, je t'en ai déjà un peu parlé dans l'épisode Luffy versus Peter Pan, c'est un style. Alors en vrai, c'est juste pour les garçons. Tu te doutes bien d'à quel point ça me hérisse le poil. Tiens, t'es mal à taille de ma grosse veine du front rien qu'en y pensant. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, dans le langage commun, on désigne plutôt par shonen le neketsu. En gros, c'est de l'action vénère. Et ça implique aussi des valeurs d'amitié, de rassemblement et surtout de dépassement de soi chez tous les personnages. L'évolution la plus spectaculaire revenant au protagoniste principal, bien sûr, mais chacun évolue, s'améliore, va au-delà de ses limites. Ce qui est intéressant, c'est que le pattern est toujours le même. Il y a l'idée très traditionnelle de l'entraînement. C'est très présent. Mais souvent, l'entraînement n'est pas la clé. C'est le moule qui permettra de la forger. La clé qui ouvre une nouvelle porte, de nouvelles capacités, un stade supérieur dans ses pouvoirs, c'est toujours la réaction à une menace présente qui permet de la révéler. Avec Luffy, je te disais qu'il improvise et trouve de nouvelles applications de son Gomu Gomu no en plein combat. Même dans le dernier épisode sur l'Agartha, tiens, je te causais de ça. Se révéler parce qu'on réagit à l'agression et tenir bon parce qu'on a la responsabilité de protéger. C'est ce que fait Inoue, comme l'Agartha, avec son bouclier. C'est ce qui fait d'Ichigo l'être unique et mixte qu'il est devenu. Il a réagi à l'agression et il a trouvé une solution inédite. Intégrer le holo en lui et le maîtriser. En vrai, plus ou moins, ça reste un sable de ouf, on va y revenir. En tout cas, même si l'entraînement est indispensable, il y a quelque chose de l'ordre de la révélation spontanée dans les paliers que passe le héros. Alors, il y a toujours le truc un peu agaçant, mais qu'on adore, de l'élu. Le gars est talentueux de ouf. Hop, qui tu as la force, qui tu es un sorcier, Harry, qui tu es l'humain Shinigami Kurosaki. Bon, mais le talent inné non plus ne suffit pas. Il s'agit vraiment d'une question de mental. Le héros est sans cesse challengé. D'un ennemi à l'autre, son écrasante supériorité fraîchement acquise n'est plus rien et semble balayée d'un revers de main par l'antagoniste suivant. Souvent, Ichigo souffre, le mal le ronge, les ennemis le broient, il sent tout, s'effondre, hurle de douleur, mais il trouve toujours la volonté de se relever, même au bout de ses forces. Sa résistance se déploie avec sauvagerie, mais c'est toujours la tendresse qui le remet debout. Ichigo, c'est avant tout un grand frère. Il protège sa sœur, puis Rukia, qu'il accepte de remplacer car elle est blessée, puis Inoue, qui résiste courageusement à Grimmjow. Le bras d'Ichigo presque mourant vient écarter celui de l'ennemi de la gorge de son ami. « Fais-moi confiance, je vais gagner, lui dit-il. Il le sait car il ne veut pas gagner. Il veut que la vie l'emporte. C'est ce qui doit être, même si ce n'est pas la sienne.
Ichigo est sûr de ce pourquoi il se bat. C'est ce qui fait qu'il affiche toujours cette assurance presque insolente face à ses adversaires. Pourtant, il doute. Il doute sans cesse. Il débute si bas dans l'échelle qu'il n'en fait même pas partie. Il n'est que Shinigami apprenti, remplaçant. C'est Rukia, celle qui lui a fait découvrir ce monde-là, qui est son premier modèle, sa première guide. Il se voit si inférieur à elle. Mais quand on avance dans la série, on voit à quel point elle-même a tout à apprendre. Elle ne maîtrise même pas encore son Bankai, la force évoluée de son Zanpakuto. Mais elle veut plaire à son frère, mériter sa place dans une famille élitiste. Si loin derrière les autres, encore en apprentissage, elle est en première ligne dans la percée épique au Wekomundo, aux côtés de grands capitaines de division. Si c'était une partie de poker, elle partirait au tapis avec une paire de 2 contre un full au roi par les as, mais elle la jouerait comme personne, avec tout son cœur, toute sa foi, toute sa rage d'être digne. C'est à ce petit maître-là qu'Ichigo s'identifie. Même pétri de doute, il n'est pas question d'abandonner en route. Des incertitudes, il n'en manque pas, à commencer par sa maîtrise du monstre qu'il porte en lui. À mesure qu'il développe ses pouvoirs, l'autre devient plus fort aussi. À chaque fois qu'il le libère, il lui mange un peu plus l'âme. Dans son combat ultime avec Ulquiorra, un espada magnifique perso qui aura droit à son épisode dédié, la transformation dépasse le masque du holo, puis le casque à la forme de crâne cornu. Tu reconnaîtras la thématique de l'animalité bridée et du double diabolique dont je t'ai déjà parlé plusieurs fois. Ce coup-ci, la métamorphose est plus complète. Elle mange tout, efface le noir habit de Shinigami pour dévoiler le corps blanc et même livide de la mort. Tout passe à la javel, bleached. Il est si sauvage sous cette forme qu'il manque de se retourner contre les siens. Porter ce risque-là, ça te rend pas serein. Cette dualité que le personnage incarne est la synthèse parfaite du monde tel qu'il est conçu dans ce manga. Je viens de te parler des couleurs. Bon, on nous propose quelque chose de bien manichéen dans le graphisme. Noir pour les gentils Shinigami et blanc pour les méchants espadas. Et oui, la symbolique des couleurs, c'est une question de culture. En Occident, on a la représentation inverse. Toujours est-il qu'en ce qui concerne ces antagonistes en négatif, l'un reflète l'autre pour représenter les 2 couleurs de la mort, comme le yin et le yang à la recherche d'un équilibre. Les langues sont également distinctes. Enfin, non, tout le monde cause en japonais, mais les noms des 2 mondes ont eux aussi 2 couleurs différentes. La froideur anglaise pour la Soul Society et la chaleur hispanique pour le Wekomundo. Et la musique va de pair, bien entendu. On est très brume et cerisier d'un côté, désert et rochers arides de l'autre. Les capitaines Shinigami sont classés par compétences. L'espionnage, la médecine, la recherche scientifique, le type de pouvoir même. Il y en a un qui refuse d'utiliser son pouvoir qu'il contient sous un cache-œil parce qu'il trouve ça pas classe et trop facile. Du coup, lui et sa division, c'est de la force brute à base de muscles. Et chez les espadas, il n'y a pas d'égalité dans la diversité. Ils sont classés selon leur puissance objective et portent leur numéro de classement ancré dans la peau. Ulquiorra, c'est le numéro 4 par exemple, mais c'est parce que lui aussi masque ses pouvoirs réels. Je ne peux que te parler de Nelliel, c'est la numéro 3. Or, celle-ci, j'aurais pu la choisir pour illustrer l'exercice de l'enfant intérieur. Elle aussi est duel, construite sur 2 opposés. Trahie par le numéro 5, Neutra, elle se rétracte en version enfant d'elle-même, presque sans pouvoir, à part une morve et une bavouille légendaire. Sans mémoire, elle survit loin dans le désert, protégée par des sidekicks reconvertis en babysitter. C'est ainsi qu'Ichigo la rencontre et la protège en parfait grand frère. Alors même qu'elle est une ennemie, il s'en fait une amie puis une alliée. Et pourtant, numéro 3, laisse tomber la surpuissance quand elle redevient elle-même. Les Arrancars portent tous un trou béant en forme de cercle parfait quelque part sur le corps. C'est dans ce vide d'âme qu'ils catalysent leur Raishi, la même énergie que les Shinigami ou les Quincy, tandis que les Shinigami
convoquent leur Reishi grâce à l'âme de leur katana. La Soul Society fait la part belle à la noblesse et aux dynasties, quand les Arrancars étaient au départ de simples holos qui ont dû se dépasser pour survivre et muter dans un milieu hostile et sans autre hiérarchie que celle de la force brute. Belle réflexion sur les inégalités en réalité au fil de la série. À l'exact opposé et donc incroyablement comparable, le bien et le mal. Pour aller au bout de la dualité parfaite sur laquelle est construite toute la série, il s'avère que les gentils de la Soul Society n'ont qu'un œil, et je parle pas de celui-là qu'elle cache-œil. Leurs lois sont si rigides, leur société régie par tant d'inégalités et de considérations politiciennes qu'il manque profondément d'empathie pour certains, et que le vieux Yamamoto, capitaine commandant de toutes les divisions, a pris des décisions plutôt, on va dire, discutables dans le passé, avec, pour ne citer qu'un exemple, le bannissement du père d'Ichigo. Et oui, ancien capitaine amoureux d'une humaine. Le masque de holo d'Ichigo est bien moins trompeur que le visage inoffensif et souriant d'Aizen le gros traître. Idem, du côté des Arrancars, on a des personnages très sympas. Je t'ai parlé de Nelliel, surnommé Nelle, et de ses acolytes, où on en a de très complexes et touchants, comme Ulquiorra, ou encore l'espada numéro 6, Grimjo, qui n'a su construire son intérêt à vivre que dans l'honneur du combat. C'est ce personnage qui nous explique le parcours de force mentale et les ressources incroyables qu'il faut déployer pour s'extirper de sa condition de simple holo dans ce monde. C'est exactement ce à quoi Ichigo est confronté. Et comme dans tout bon shonen qui se respecte, sa force, c'est d'abord l'amitié, on l'a dit. Mais c'est aussi sa capacité exceptionnelle à ressentir la puissance qui est la sienne, à en comprendre les mouvements, les mécanismes, les vagues. Chez les Shinigami, on convoque un degré supérieur de pouvoir par le mot Bankai, libération de l'harmonie. Le Zanpakuto prend alors une forme symbolique, magnifique, en parfaite résonance avec le type de compétence de chacun. Je mettrai personnellement en numéro 1 des Bankai le Senbonzakura du capitaine Byakuya, le grand frère de Rukia. Il s'agit de milliers de micro-lames sous forme de pétales de fleurs de cerisier qui forment une sorte de nuée tourbillonnante. Ah bah ça claque un max, c'est pas pour rien qu'il se la pète celui-là. Mais ça lui va surtout très bien. Très noble, très raffiné, très tradi le cerisier. Dans un autre style, on a le fringant Zapimaru, sorte de singe serpent squelette qui se déploie en un long corps souple, impressionnant et puissant. On retrouve bien sûr la maîtrise des éléments, le feu pour le vieux Yamamoto, la glace pour le dragon du jeune capitaine Toshiro Itsugaya qui malgré son jeune âge n'est que sérieux et impassibilité. Un arc entier est consacré aux Zanpakuto qui sont entrés en rébellion contre leur maître, en réalité partenaire et pas dominant, sous l'influence de Muramasa qui contrôle leur esprit. Il s'agit de l'un d'entre eux, trahi par celui qu'il servait, qu'il a littéralement abandonné. C'est ce qui montre bien qu'il ne s'agit pas d'un rapport de servitude, mais bien d'une communion d'âme. Le Shinigami doit comprendre le Zanpakuto qui vient à lui, car il incarne ses ressources profondes, les clés de sa force intérieure, un fragment brut de sa personnalité. Zangetsu, le Zanpakuto d'Ichigo, est très original. Ce n'est ni un animal, ni un élément naturel, ni une forme symbolique. C'est un homme. En plus, il est plus petit sous sa forme Bankai, alors que le sabre est énorme et même disproportionné sous sa forme de base. Genre, il fait littéralement la taille d'Ichigo et il pèse un âne mort. Son Bankai est une fine épée courte, noire au reflet rouge, un noir sans brillance qui absorbe presque la lumière, comme le trou sombre dans le corps des Arrancars. Cette forme ramassée est un concentré d'énergie. L'arme est plus vive, plus précise, plus explosive. Zangetsu se présente sans artifice, sans masque symbolique.
Il est ce qu'est Ichigo en tant que pur combattant, un épéiste tenu par l'honneur. Ombrageux, on est loin du solaire et amical Kurosaki. Et pourtant, cela reflète bien sa véritable nature, qui transparaîtra pleinement lors du dernier combat contre Aizen, le gros traître. Il écarte ses amis. Il veut aller seul. Tout ce qui lui a donné la rage de vaincre jusque-là ne sera qu'un frein désormais. Il a fait émerger ses ressources dans tout son corps en poussant le Bankai au paroxysme. Tout change. Le masque du holo explose. Il devient littéralement un nouvel Ichigo, aux cheveux longs, au visage pâle et placide. Il incarne sa propre arme. Il est devenu la clé. Le moment est venu de te parler de l'exercice du jour, la sophro-respiration synchronique de son petit nom SRS, SS, lol. Bref, on revient à une sophronisation du premier degré, donc une technique de présentation. On va se concentrer sur ses ressentis. C'est donc un exercice qui peut être accessible assez rapidement, même si, comme je te l'ai dit, comme à chaque fois, évidemment que ces exercices-là n'ont de sens qu'au sein d'un protocole et avec un ajustement personnalisé des images qu'on va utiliser. Là, à la fin de cet épisode, je vais l'animer comme d'habitude de manière très neutre, mais tu pourras quand même, si tu en as envie, pratiquer cet exercice. De quoi s'agit-il ? Eh bien, avec le terme synchronique, tu as bien compris qu'il s'agissait de relier deux choses. Eh bien, en somme, je crois t'avoir déjà parlé de ça dans l'épisode avec Buffy sur la PSL, qui repose un peu sur le principe de la méthode Coué. On répète pour que ça devienne vrai. Mais je t'expliquais que nous, les êtres humains, on est avant tout des êtres de langage. Il nous faut nommer pour comprendre et intégrer. Mais dès qu'on nomme, la réalité de la chose s'éloigne. C'est le concept du mot qui prend sa place. Bon, c'est très mal expliqué, mais en gros, je crois que c'est le principe de l'objet petit a en psycho. Plus on nomme, plus on perd le lien premier qu'on avait avec l'objet de départ. Pardon à tous les psys qui viennent peut-être d'écouter ma lamentable explication, mais je pense que tu as compris le principe. Si tu répètes en boucle le mot bouteille d'eau par exemple, tu vois bien que ça se vide de son sens, alors que à la base il y a un ressenti premier, une connaissance physique quasiment de ce que tu veux désigner par ce mot. Nous, en sophro, on aime bien venir retricoter un peu le lien entre la vérité d'un état et son intégration par le concept du mot. On ancre un ressenti et on rend au terme qui le désigne son sens, par les sens justement, les sensations. Donc on cherche à synchroniser un état corporel et un mot par la respiration dans cet exercice. On va donc imaginer une ressource qui vient combler le besoin et on constate les effets physiques de cette ressource dans les ressentis physiques, émotionnels, mentaux, et on définit un mot qui va venir qualifier ces effets. On rend son sens à ce mot-là qui va venir s'accrocher, s'allier, s'ancrer aux sensations qui vont avec. Ce qui va nous permettre de pouvoir reconvoquer à l'envie cet état souhaité, rien qu'à l'évocation de ce mot-là au quotidien par la suite. Extrêmement pratique, n'est-ce pas ? Alors, quoi d'autre ? Eh bien, c'est une technique qu'on peut utiliser assez aisément pour tout un tas d'objectifs. Évidemment, pour des choses déjà du type essayer de ressentir du calme, de l'apaisement, écarter toute forme de stress, etc. Mais ça peut aussi servir, bien sûr, pour essayer de retrouver un petit peu la sensation de confiance en soi face à un événement, ce genre de choses-là, bien évidemment. Et puis, ça peut aussi venir reconvoquer une forme de force. On peut déjà avoir en soi les ressources nécessaires
pour se reconstruire physiquement, pour accepter tel état de choses, pour développer son adaptabilité, pourquoi pas. Hein, c'est un exercice qui est assez versatile finalement, puisque il permet justement de cibler la ressource dont on a besoin pour affronter la situation à laquelle on est confronté, ou pour atteindre l'état souhaité, l'état qu'on a envie d'atteindre. Comme d'habitude, je fais quand même le petit disclaimer sur les sophronisations. Si tu es atteint ou atteinte d'un trouble du type TDI ou schizophrénie, les sophronisations sont assez déconseillées, en tout cas sans cadre bien sécurisé. Donc si c'est ton cas, je te dis à la semaine prochaine et prends grand soin de toi, mon petit pompon. Si tu n'as pas ce type de trouble, eh bien libre à toi de rester. Encore une fois, rappelle-toi que cet exercice n'a pas une valeur incroyable en dehors de tout un protocole, mais celui-ci peut tout de même t'apporter un peu de détente et de bien-être si tu le pratiques dans ce cadre-ci. Pour les sophronisations, eh bien ça se pratique soit assis très confortablement, soit allongé si tu préfères. Prends bien soin de t'ajuster comme il faut. Hein. Je te laisse même un petit peu de temps pour bien t'installer, prendre un coussin, bien mettre tes bras comme il faut pour ne pas avoir mal. Et je te rappelle que tu peux bouger et ajuster ta position au fur et à mesure. Évite de rester figé, sois à l'écoute de tes ressentis. Et si tu sens le moindre inconfort, ne le laisse pas s'installer en toi, c'est pas le but. Et puis, sois à l'écoute aussi de l'ensemble de tes ressentis dans cet exercice. C'est le cœur même de cet exercice, d'être à l'écoute de ce qui va constituer pour toi les ressources que tu as à l'intérieur de toi. Pour le mot, je vais bien évidemment, pour le fun, choisir le mot bankai, mais dans un accompagnement plus classique, on choisirait bien sûr des mots du type calme, confiance, apaisement, etc., etc., selon ce dont la personne a besoin à ce moment-là de son parcours. Quoi d'autre? Eh bien, reste bien concentré sur le son de ma voix, bien sûr, au fur et à mesure. Et si tu es bien installé, mon pompon, tu peux fermer les yeux. Prends d'abord le temps de sentir ton corps se détendre tout doucement. Et concentre-toi maintenant sur le sommet de ton crâne. Essaie d'imaginer une boule d'énergie qui vient se poser doucement sur ton crâne. Imagine cette énergie calme, déterminée, positive. Imagine maintenant que cette petite boule fond doucement sur ton crâne et se mélange à tes cheveux. Sous son influence, laisse tout ton cuir chevelu s'étaler, s'étirer jusqu'aux oreilles. Laisse ton front se lisser, s'étirer complètement. Essaye de créer de l'espace entre tes deux sourcils. Laisse tes paupières retomber lourdement sur tes yeux. Sens tes yeux se détendre complètement derrière les paupières. Relâche tes tempes et tes pommettes. Relâche les ailes de ton nez. Porte toute ton attention à l'air frais qui entre dans les narines. Et concentre-toi sur l'air chaud qui en ressort à chaque expiration. Amplifie doucement ces inspirations et ces expirations.
ce cycle calme détendre tes mâchoires. Laisse ta langue se reposer sur les dents inférieures. Sens-toi libre d'avaler normalement à tout moment. Relâche encore tous les traits du visage, du crâne jusqu'au menton. Et prends conscience que toute ta tête est relaxée. Accueille maintenant ce calme et cette énergie positive dans ta nuque, autour de ton cou. Laisse tes épaules s'abaisser doucement. Relâche complètement tes bras jusqu'au coude. Sens tes avant-bras devenir lourds. Laisse tes poignets se relâcher. Sens les muscles de tes mains s'étirer. Le dessus, la paume et chacun de tes doigts. Prends conscience que ton cou, tes épaules, tes bras, tes mains sont relâchés. Visualise maintenant cette boule d'énergie entre tes omoplates. Essaie de créer de l'espace entre tes omoplates. Sens ton dos s'alourdir, s'arrondir, s'étirer doucement. Laisse tous les muscles se relâcher le long de la colonne vertébrale, jusqu'au bas du dos. Concentre-toi maintenant sur ton souffle dans la cage thoracique. Laisse ta respiration devenir plus ample. Laisse-la assouplir tes côtes. Sens ton torse s'abaisser légèrement. Laisse ton ventre se dénouer complètement. Relâche complètement le bassin, les fessiers. Prends conscience que tout le haut de ton corps est détendu. Accueille maintenant cette énergie, cette détente dans tes cuisses. Laisse tes muscles s'étirer jusqu'aux genoux. Sens cette énergie calme, douce, glisser le long des tibias. Laisse tes mollets s'assouplir. Relâche tes chevilles. Laisse tes pieds se détendre jusqu'au bout de chacun de tes orteils.
Prends conscience que tout le bas de ton corps est relaxé. Prends conscience que tout ton corps est calme, détendu. Je te laisse maintenant imaginer un lieu paisible, agréable. Imagine un lieu qui te remplit d'énergie positive, qui te dynamise. Prends le temps d'observer les contours des meubles ou du paysage. Porte attention aux différentes couleurs de cet environnement. Observe les jeux d'ombre et de lumière. Prends le temps de t'imprégner des bruits environnants. Ressens les parfums et les odeurs qui t'entourent. Perçois la chaleur ou la fraîcheur qui caresse tes joues. Ressens cette énergie calme et positive qui s'en dégage. Accueille les sensations agréables dans ton corps. Et prends conscience du calme et de l'énergie que te procure cette image. Je te propose à présent de t'imprégner de cette sensation d'énergie douce. À mon signal et à mon signal seulement, tu inspireras en gonflant bien ton ventre, puis tu retiendras ta respiration et tu inscriras le mot Bankai dans ta tête. Puis tu relâcheras en expirant doucement par la bouche. C'est à toi. Inspire profondément par le nez. Bloque ta respiration et inscris le mot Bankai dans ta tête. Et souffle doucement pour diffuser cette énergie en toi. Reprends ta respiration normale. Accueille les sensations positives. Prends conscience que ton corps est rempli de cette énergie positive. Intègre ces sensations. Souviens-toi que ces sensations restent présentes en toi. Pense à les activer dans ton quotidien. Tu peux reprendre doucement conscience des bruits qui t'entourent à l'extérieur de la pièce où tu te trouves. Reprends conscience des points d'appui de ton corps, les pieds, les fessiers, le dos, le cou, la tête. Prends une grande inspiration pour te dynamiser et souffle fort par la bouche. Tu peux remuer doucement les pieds, les mains, les épaules, le cou, la tête. Étire-toi si tu en as envie.
bye si tu en as besoin. Et quand tu seras prêt ou prête, tu pourras ouvrir les yeux. L'exercice est terminé. J'espère que cet épisode t'a plu. Et comme d'habitude, je te dis à lundi prochain. Et d'ici là, n'oublie pas, respire, baisse tes épaules et relève le menton, mon petit pompon.